Bonjour, bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir à cet atelier. C'est une nouvelle pierre à l'édifice de notre programme Leader éveillé. Vous le savez, hein, dans un monde qui change à toute vitesse et la flexibilité cognitive est maintenant une nécessité, hein. C'est une compétence pour tout leader qui veut réussir aujourd'hui. Alors, c'est avec enthousiasme que nous vous présentons nos experts, Sophie et Yves Lebihan. Yves, que certains d'entre vous connaissez déjà, grâce à son intervention dans le programme Leader éveillé. Et vous savez, dans ce cursus, ceux qui ont suivi le programme, il y a la flexibilité psychologique qui est déjà abordée. C'est un concept qui est connexe, mais qui se distingue par sa portée et ses applications. Alors, c'est important d'intégrer la flexibilité cognitive parce que c'est cette précieuse capacité d'ajuster nos pensées, nos comportements face aux changements. Dieu sait qu'il y en a. Et les nouvelles informations aussi. Ça aussi, hein, on a une surcharge d'informations et de contenu. Alors, c'est un peu comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus il devient puissant. Mais comment on développe ce muscle essentiel maintenant pour tout leader? Ben, c'est cette question-là à laquelle vont répondre Yves et Sophie Lebihan. Alors, n'hésitez pas d'interagir avec eux tout au long de cet atelier. C'est un atelier en posant vos questions ou en partageant vos réflexions, soit en levant la main ou même dans le chat. Alors, prêt? Prêt à plonger dans ce sujet passionnant? Alors, sans plus tarder, Sophie et Yves, la parole est à vous. Donc, ravie d'être avec vous et vraiment avec Yves, Céline et Sylvie, on a voulu que cet atelier soit très interactif. Donc, on va vous faire intervenir, on va vous poser des questions et peut-être une des toutes premières que j'ai envie de vous poser, c'est voilà, quand on vous dit flexibilité cognitive, est-ce que c'est un mot qui vous parle? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce qu'il y en a peut-être qui ont envie de partager sur leur propre définition de la flexibilité cognitive? Allez, je vous laisse la parole. Bah, Oui, Salwa, merci. alors, j'ai fait un petit recherche. Alors, flexibilité mentale avec un soutien psychologique complémentaire. La flexibilité mentale et le soutien psychologique sont étroitement liés et peuvent se renforcer mutuellement. Voici quelques façons d'explorer cette énergie. Alors, première des choses, thérapie cognitive comportementale. Cette approche aide à identifier et à modifier les schémas de pensée rigides, favorisant ainsi une grande flexibilité mentale. Merci, merci, Salwa. C'est bien, Salwa, elle va nous Tu faire es tout venue préparer. l'atelier. Magnifique. Génial. Alors, une première question, du coup, qui sera intéressante à poser à Yves, qui voilà, est un expert de la flexibilité. Est-ce que flexibilité cognitive et mentale, justement, ce sont deux termes synonymes pour toi? Peut-être d'autres ont envie de donner leur définition de ce qu'est la flexibilité cognitive? Oui, merci Carole. Moi, je Je vous dirais appelle par vos prénoms, n'hésitez oui, pas aussi de votre volontiers, côté, volontiers, hein, Sophie, merci. c'est gentil. Pour moi, c'est un concept très précieux dans le monde, qu'on parle du monde VUCA ou dans le monde banni dans lequel on est aujourd'hui. Hein, pour moi, c'est une grande capacité d'adaptation, de voir des alternatives, de faire évoluer nos croyances. Voilà, en quelques mots, j'aurais bien aimé résumer comme ça et je suis curieuse d'en savoir plus. Magnifique, merci Carole. Alors Yves, est-ce que tu voudrais peut-être nous donner ta définition de la flexibilité cognitive et nous dire si pour toi c'est la même chose que la flexibilité mentale? Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vois des visages familiers, donc je vous salue, je vous embrasse même.
pour certaines et pour certains. Non, je suis pas. Alors, je suis pas un expert hein, de la flexibilité cognitive. Il se trouve que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, comme vous probablement, et pour lequel je pense que c'est une des qualités de plus en plus fondamentales du leadership en général. Alors, évidemment, vous pouvez googliser ou mieux ChatGPTiser flexibilité cognitive, vous aurez probablement beaucoup de définitions possibles. On peut juste rappeler que la cognition, c'est pas un gros mot, c'est vraiment l'ensemble de nos processus psychiques qui sont associés à notre esprit, en fait, finalement. Langage, mémoire, raisonnement, coordination des mouvements, jugement, planification. Bref, ce qui se trouve, je crois, Céline pourra peut-être le confirmer dans le cortex là-haut. Donc, ça, c'est la cognition. Et la flexibilité cognitive, juste pour introduire le sujet, je trouve que ce que je mets dans mon article d'ailleurs dans Harvard Business Review, c'est qu'on a, vous en conviendrez, depuis plusieurs années maintenant, et à juste titre d'ailleurs, énormément insisté sur la régulation émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, et puis notamment la capacité à réguler nos émotions, pris, comme tu l'as dit, Carole, VK et compagnie. Mais je trouve qu'on a oublié le pendant de cette flexibilité émotionnelle ou psychologique, la flexibilité dite cognitive. Alors, on reparlera des enjeux, mais on va définir ce que c'est avant et pourquoi et comment, surtout, développer chez nos leaders cette faculté. Moi, j'ai repris la définition de Martin Edrewin, qui a plus de 30 ans pourtant, vous vous rendez compte, donc le concept n'est pas nouveau, qu'on a d'ailleurs utilisé dans notre recherche scientifique, dont je vous montrerai un extrait tout à l'heure, qu'en fait, ces trois grandes composantes, c'est la conscience que dans n'importe quelle situation d'entreprise, il y a des options possibles et non pas une seule voie possible ou des alternatives possibles. Donc la conscience que oui, il y a des choix. La deuxième, c'est la volonté d'être flexible et de s'adapter à la situation. C'est-à-dire qu'on a ce pouvoir plutôt que de subir une impuissance acquise, comme dirait Martin Seligman. Et enfin, la troisième dimension de cette flexibilité cognitive, c'est le sentiment qu'on peut agir d'efficacité personnelle si on veut utiliser ce terme-là. Donc, voilà, c'est je crois, une compétence, ouais, allez, une soft skills extrêmement importante. Et je vous donnerai des illustrations juste après, mais je crois que, voilà, qu'elle est essentielle pour tout leader, et en particulier quand on veut être un leader éveillé. Voilà une tentative de définition. Conscience, qu'il y a des options, la volonté d'être flexible et de pouvoir s'adapter. Parfois, il y a ces fameuses croyances dont on est convaincu qu'on est incapable de s'adapter. Et puis trois, espèce de porteuse d'espoir, oui, il y a le sentiment que je peux être efficace, à être flexible. Ça peut marcher, voilà, c'est un pari finalement. Quand on fait ce pari de la flexibilité cognitive, on peut supposer qu'on va en tirer des bénéfices. Et donc, d'après vous, quels peuvent être les bénéfices d'aller travailler, d'aller cultiver en profondeur cette flexibilité cognitive, puisque c'est une possibilité, c'est un choix que nous avons. Est-ce que vous avez des idées de bénéfices que ça peut apporter? Alors, Nathalie nous dit dans le chat l'agilité. Oui. L'agilité qui est juste indispensable hein, à l'heure actuelle, vu la vitesse à laquelle le monde dans lequel nous vivons, comme disaient Céline et Carole aussi, se transforme. D'autres choses qui vous viennent à l'esprit? Alors, du coup, je suis sur le chat. Avoir accès à des possibilités infinies, oui. Effectivement, des solutions peuvent s'ouvrir à nous à partir du moment où c'est ce choix que nous faisons, d'aller repérer si d'autres solutions sont possibles face à telle ou telle situation, des perspectives qu'on n'aurait pas imaginées, exact. D'autres bénéfices, alors pour un leader ou dans le monde de l'entreprise en particulier, ouvre la porte à la créativité, exactement. Ça permet vraiment de gagner en créativité, de collaborer plus efficacement, parce qu'avec différents points de vue, on va avoir une richesse évidemment qui va être beaucoup plus importante. Ne pas avoir le sentiment de subir, mais d'avoir quand même la possibilité de choisir, bien, vous avez plein d'idées de bénéfices qui arrivent, adaptation à tout type de problématiques. Donc ça, c'est très intéressant aussi, c'est effectivement cette flexibilité cognitive qui va nous permettre de nous adapter plus rapidement.
face à une situation, même à de nouvelles situations inattendues, qu'elles soient d'ailleurs positives ou plus compliquées, hein, quelle que soit la situation. Donc une adaptation plus rapide, c'est ce qu'on appelle la résilience, hein, cette capacité à s'adapter, voilà, de plus en plus vite. Et je crois, enfin ça, je pense qu'on partage tous ce point de vue, que dans le cadre de cette transformation permanente dans laquelle nous vivons, la résilience est juste une qualité aussi fondamentale qu'on doit cultiver en tant que leader. Bon, plein d'idées de bénéfices. Merci pour votre interactivité, proactivité, nous donne la possibilité d'être acteur de sa vie. On a le choix, en fait. Parfois, on a l'impression que, en particulier, notre mental, nos schémas mentaux nous guident et peut-être nous jouent des tours en permanence. Mais en tout cas, nous, on est convaincus, moi je suis convaincue qu'on peut reprendre la main sur ce mental à partir du moment où on a voilà, déjà pris conscience de ce qui s'y passe, évidemment. Ok, super. D'autres choses que vous avez envie d'ajouter, peut-être avant que Yves nous présente Gérer le cette stress. recherche? Oui, Salwa. Pardon? Gérer le stress. Gérer le stress, ok. Dans quelle mesure ça permet de gérer le stress pour vous, Salwa? Pour adapter des nouvelles situations. C'est ça. En tout cas, voilà, éventuellement changer notre rapport à la situation à un moment donné, parce que voilà, on a cette capacité, quand on travaille sa flexibilité cognitive, de trouver des solutions réalisables à des problèmes qui peuvent paraître insolubles en fait. Mais voilà, ça c'est une possibilité que nous avons également. Mm. Si José souligne dans le chat l'inclusion des idées de tous. C'est quand même une Oui, notion dont on parle beaucoup, surtout en organisation, quand on a oui, plein tout de à points fait. de vue. Ouais, l'inclusion, la diversité de points de vue, hein, qui C'est est ça. juste fondamentale. Et peut-être qu'on a un peu oublié dans un certain nombre d'organisations, même peut-être dans le monde dans lequel on vit. Et la diversité de points de vue, c'est ça qui va générer de la richesse, qui va nous permettre de collaborer efficacement, ben voilà, d'avoir des points de vue différents et du coup d'ouvrir à des solutions auxquelles nous, individuellement, on n'aurait peut-être pas pensé. Donc oui, tout à fait, l'inclusion de tous. Yves, est-ce que tu veux nous partager peut-être justement, puisqu'on est en train de parler des bénéfices, les bénéfices qui ont été démontrés à travers cette recherche scientifique? Parce que je pense que c'est intéressant quand on parle de soft skills, de pouvoir se baser sur des faits qui ont été validés scientifiquement. En tout cas, nous, c'est notre conviction. Prouver des choses qui nous paraissent intuitives par la science, voilà, c'est aussi un moyen de pouvoir en parler plus facilement dans les organisations. Avec plaisir. Alors, toujours beaucoup de prudence dans les recherches, hein, vous le savez. Donc, on a contribué, on a modestement apporté de l'eau au moulin de la recherche sur cette compétence en particulier qui est la flexibilité cognitive. Je voulais juste rajouter dans le contexte, c'est que la surinformation ou la désinformation, hélas les deux, en même temps, et avec tout ce qui vient d'être annoncé par Meta, Zuckerberg et toute la clique autour de Trump, d'ailleurs, ça y est, il est officiellement, président des États-Unis. Il y a de quoi vraiment s'inquiéter sur notre capacité, je trouve, à discerner. Finalement, le discernement va se nourrir de notre flexibilité cognitive. Donc, la surinformation et la désinformation je trouve, donnent encore plus de sens, d'importance à cultiver cette qualité de la flexibilité cognitive. Alors, dans cette recherche, effectivement, on a utilisé, comme j'évoquais tout à l'heure, l'échelle validée scientifiquement en 12 items de Martin and Rubin, qui est un test qui évalue en fait la prise de conscience par l'individu de solutions alternatives. Oui, j'ai le choix. Oui, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Cette volonté de s'adapter à une nouvelle situation et puis donc ce sentiment d'auto-efficacité. Alors, comment on a mené cette recherche très rapidement il y avait, donc on a 170 répondants chez NJ, bioMérieux et Sanofi.
ici en France. Et puis il y avait une partie de mesures empreintes à l'économie comportementale, donc incitées financièrement. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et puis une partie plus de mesures avec des échelles de mesures psychologiques, dont c'est parti cette mesure en 12 items. Donc on leur a demandé de répondre à ces questionnaires, à ces questions avant et après, on va dire, une expérience de notre programme qui s'appelle Lead for Good, voilà, d'entraînement au leadership positif. Et puis on a remesuré après, c'est une étude dite longitudinale en comparant en fait l'avant et l'après. Je vais juste vous montrer une diapo, voilà, partage, qui va illustrer une diapositive. Je ne sais pas si vous la voyez, oui, j'espère. Oui, c'est bon. On la voit. Absolument. Alors, mais vraiment rapidement, parce que ce n'est pas l'objet de trop développer ça, c'est juste pour vous montrer que l'espoir qu'on a à pouvoir développer cette compétence clé leadership. On avait un groupe contrôle classiquement dans les études longitudinales à qui on ne demande rien d'autre que de répondre avant et après l'expérimentation aux questions posées. Puis à droite, le groupe dit formé. À des outils. On pourrait revenir d'ailleurs sur comment on peut, Sophie l'abordera plus longuement juste après, comment on peut développer, et on est preneur aussi de vos idées, bien sûr, développer en entreprise, dans le cadre du travail, notre flexibilité cognitive. Donc simplement, là, ce que l'on voit, c'est que le groupe contrôle, quand on fait le avant-après, avant c'est en beige et le après c'est en marron foncé ou en bordeaux. Ouais. C'est non significatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu d'évolution significative des répondants sur cette question. À l'inverse, dans le groupe formé entre l'avant et l'après, on peut affirmer, et avec 3 étoiles de significativité, rappelez-vous de vos cours de statistiques peut-être, moi j'étais nullissime en stats et proba, donc et bien là on arrive à montrer que par l'entraînement évidemment, à des outils emprunts à la psychologie positive et à l'entraînement mental laïque, la méditation en l'occurrence, on arrive à développer de manière significative une plus grande flexibilité cognitive. Alors voilà, ici, capacité à passer d'une tâche cognitive à une autre, réfléchir à plusieurs options en même temps, etc., etc. D'ailleurs, ce que j'appelle moi l'intelligence combinatoire, qui est une forme d'illustration de la flexibilité cognitive, elle va être de plus en plus importante, on peut la développer. Alors, ce n'est pas du multitâche, au contraire, c'est être capable d'envisager en même temps des options différentes. C'est le et plutôt que le ou, si vous préférez. Donc, dans ce premier résultat, on a montré qu'avec de l'entraînement à plusieurs outils, encore une fois, on pouvait, en tout cas, les déclarants déclaraient une plus grande flexibilité cognitive après le programme. Donc, l'effet causal du programme est significatif à la fin de la formation, ça on peut vraiment l'affirmer. Et il le reste, ce qui est intéressant, on a mesuré 3 mois après l'effet de rémanence, c'est-à-dire 3 mois après que le programme se soit arrêté, on repose les mêmes questions, on soumet au même questionnaire les répondants. Et là, on a mesuré notamment, compris que cette flexibilité durait à plus long terme, évidemment sous condition d'entraînement. Voilà. Donc, pour résumer, face à un peu à la résistance naturelle au changement, la plupart des collaborateurs, leur difficulté à s'ouvrir à la nouveauté, au changement, au plan de transformation, leur inclinaison parfois à rejeter les idées des autres, vous l'avez vécu. Bon, bah, cette étude ouvre modestement, je pense, une perspective prometteuse. C'est développer cette fameuse intelligence combinatoire, cette flexibilité dont je pense nous avons absolument besoin dans nos organisations. Voilà un peu du côté recherche, mais encore une fois, soyons extrêmement modestes. Il y a un coup à faire pour prouver comment et à quelles conditions on peut développer cette flexibilité cognitive. Merci Yves, merci pour cette bonne nouvelle que nous sommes heureuses et heureux de partager aujourd'hui, savoir qu'on peut développer cette flexibilité cognitive. Je trouve que voilà, déjà rien que ça, c'est très réjouissant pour la journée. Peut-être ce qui est intéressant, c'est de se poser la question maintenant, on a vu un peu on a vu la définition, on a vu que ça pouvait apporter un certain nombre de bénéfices.
dans le monde de l'entreprise en particulier, et peut-être se poser maintenant la question de comment on peut faire pour développer cette flexibilité cognitive. Alors, de manière très humble, on peut vous partager avec Yves, voilà, à travers nos expériences, quelques, quelques outils que nous avons mis en place et développés dans nos programmes. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'aller aussi reprendre justement cette échelle scientifique dont parlait Yves tout à l'heure, l'échelle de Martin et Rubin. Vous pouvez retrouver les coordonnées, le lien, je ne sais pas, mais en tout cas les coordonnées dans l'article de Harvard Business Review de Yves. Et cette échelle scientifique a été utilisée dans la recherche en 12 questions, nous permet justement à travers les questions qui sont posées de trouver déjà des premières voies pour mettre en place des moyens. La première question, par exemple, qui demande est-ce que je peux communiquer une idée de nombreuses façons différentes. Donc ça, pour moi, c'est une première voie qu'on peut explorer, se dire quand on présente un sujet, de se poser la question à soi-même ou de poser la question à ses collaborateurs quand on est manager, de dire bah, ok, super, merci de ta manière d'avoir présenté ce sujet, mais est-ce que tu en aurais une autre et peut-être une troisième aussi Et là, déjà, on est en train de travailler sa flexibilité cognitive. Une autre question que j'ai trouvée aussi fort intéressante, qui est je peux trouver des solutions réalisables à des problèmes apparemment insolubles. Donc là, c'est aussi une manière de se poser à soi la question, et si ce problème finalement qui me semble insoluble était résolu, qu'est-ce que ça donnerait? Donc, en partant du principe que justement, le problème est résolu. Et là, ça ouvre plein d'opportunités et plein de solutions en fait, auxquelles on n'a pas pensé au démarrage. En quelque sorte, ce qu'on est en train de se dire, ce que je suis en train de vous partager comme expérience, c'est que très globalement, aller challenger ses propres pensées, ça permet vraiment d'aller travailler sa flexibilité cognitive. Vous savez que bien sûr, on a à notre disposition ces 3 batteries que sont nos pensées, nos émotions, nos ressentis corporels. Et ben, la conscience de nos pensées et la mise à distance d'un certain nombre d'entre elles permettent aussi d'aller travailler la flexibilité cognitive. Voilà, je peux vous partager aussi peut-être une autre question qui est: je suis prête à écouter et à envisager des alternatives pour résoudre un problème. Moi, j'aime bien aussi cette notion d'écoute. On travaille beaucoup, moi j'accompagne beaucoup d'équipes, et cette notion d'écoute est une notion qui me paraît fondamentale. Écouter sans juger. Waouh, ça c'est juste d'un point de vue théorique relativement simple à mettre en pratique, mais à imaginer, pardon, mais à mettre en pratique l'écoute sans jugement, l'écoute pour vraiment comprendre l'autre. Ça, je crois que c'est une clé aussi absolue pour aller travailler sa flexibilité cognitive. Parce qu'en écoutant vraiment l'autre, on voit aussi justement des solutions surgir auxquelles on n'avait absolument pas pensé, parce que bah, on sait qu'à plusieurs, on est toujours beaucoup plus riche dans nos manières de voir les choses et dans les solutions qu'on peut apporter à un problème. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, ça, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez déjà, mais quand on travaille avec des équipes, nous, on aime bien aussi avec Yves, par rapport à des sujets ou à des solutions qui ont été trouvées, de former 2 équipes. Une équipe qu'on appelle avocat du diable et une autre qu'on appelle avocat de la défense. Et d'ailleurs qu'on change ensuite, c'est-à-dire que quand les personnes étaient dans l'équipe avocat du diable, donc vous comprenez à travers le terme même que c'est une équipe qui va complètement démonter le projet ou la solution qu'on vient de trouver. Et inversement, l'équipe qui est avocat de la défense va faire le contraire. Et après, ce qui est très intéressant, c'est de changer les personnes d'équipe et de leur demander de faire l'exercice inverse. Et là, on s'aperçoit qu'à nouveau, on est capable d'aller être toujours contre des idées ou des solutions, mais on est aussi capable d'être pour et de trouver des raisons qui font qu'on est pour. Voilà, tout ça, c'est des moyens pour aller travailler notre flexibilité cognitive. Intéressant peut-être que vous nous partagez, puisqu'on a dit qu'on allait être interactif, vos trucs et astuces personnels. Est-ce que vous avez déjà, dans certaines situations ou certaines conditions, travaillé votre flexibilité
cognitive. On serait ravis avec Yves d'avoir d'autres solutions à notre disposition. Alors, on peut parler aussi, on n'est pas obligé que de Carole, fonctionner avec le chat. est-ce que j'ai bien vu ta petite main se lever? Tu as bien vu ma petite main se lever. Alors, Excellent. Carole. Mais je pense que d'abord, je vous rejoins totalement, hein, c'est une compétence essentielle aujourd'hui. D'ailleurs, le WEF, donc le World Economic Forum qui se réunit en Suisse, puisque je suis suisse, en fait, Mmh. donne aujourd'hui encore les compétences essentielles pour les leaders de demain, et la flexibilité fait partie de ces compétences, avec l'esprit Mmh. critique, on a fait mention Yves aussi, bien évidemment. Mmh. Mmh. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller comprendre les freins à cette flexibilité. Mmh. Et souvent, derrière ce manque de flexibilité, il y a deux grands besoins, soit un besoin de sécurité, soit un besoin, je dirais, de contrôler. On Mmh. parle souvent de micromanagement, et du coup, on sent peu cette flexibilité chez beaucoup de leaders qui ont ce besoin de contrôler. Et donc d'aller comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui te permettrait de quoi tu aurais besoin pour dépasser ce besoin de sécurité, ce besoin de contrôle. Et donc souvent d'aller chercher la source aussi à travers ces questionnements peut petit à petit faire prendre conscience à la personne, et de pouvoir travailler ses croyances par rapport à ça. Une autre Mmh. chose que moi j'aime beaucoup en équipe, c'est c'est pas récent, hein, vous connaissez sans doute la méthode des chapeaux de Bono. Hein, donc Mmh. leur faire changer de rôle, Oui. c'est extrêmement puissant pour, voilà, celui qui est très coopératif, eh ben, on le met plutôt dans, la réserve, dans celui qui va chercher à attaquer l'idée, celui qui est en Mmh. général dans le frein va être plutôt le coopératif, et tous ces changements, ces recadrages, de rôle, donnent une flexibilité et leur permet aussi de développer, cette flexibilité si importante aujourd'hui. Voilà Mmh. quelques idées. Merci Carole, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres idées qui surgissent en écoutant Carole ou en nous écoutant? Oui, Laurence? Oui, moi, ce qui me vient, c'est d'arriver à travailler effectivement cette écoute. Et Yves, tu Mmh. disais, Trump arrive. Et effectivement, c'est un épouvantail énorme. Mais Mmh. comment est-ce qu'on peut faire, en fait, quand on a quelqu'un qui est en face de nous, est à l'opposé de nos idées, pour arriver à ouvrir sa compréhension ou, De l'autre? ouais, Mmh. j'ai été dans ces circonstances avec, c'était sur un échange philosophique sur la protection de l'environnement, et on était 9 à être d'accord et une qui n'était pas d'accord, Mmh. et arriver à accepter effectivement et à comprendre qu'il y a quelqu'un qui peut ne pas être d'accord. Et je trouve ça très challengeant, euh, Mmh. d'arriver à dépasser cette fermeture, en fait, parce que on devrait tous être d'accord, quoi, alors que c'est pas le cas, quoi. Magnifique. Laurence, est-ce que Yves, tu as une réponse, par rapport à la question que posait Laurence? Comment on peut accepter, une Je- idée non, différente? j'ai pas de réponse, mais ça me fait rire parce que ce qu'évoquait Laurence, des Trump, des Mmh. mini-Trump, on en a tous plus ou moins dans nos organisations, soit dans nos clients. Bref, allez, je force un peu le trait, mais des gens quand même psychorigides a priori. Alors, peut-être que la première source de flexibilité psychologique, c'est d'accepter de reconnaître que les autres soient pas d'accord, même si, Laurence, tu as raison sur l'écologie et la terre qui brûle, on devrait tous être d'accord. Mais c'est peut-être ça aussi, hein, c'est s'appliquer à soi-même. D'ailleurs, on voit souvent plus facilement, c'est comme les biais finalement cognitifs, on voit plus Mmh. facilement les biais des autres que nos propres biais. C'est pareil pour la flexibilité. Parce que je dis on trouve les autres peut-être moins flexibles que l'on est, et en fait, on se trompe peut-être. Non, je crois Mmh. beaucoup. Moi, mon astuce, enfin mon astuce. Mais il y a des coachs dans la salle, Céline. Enfin, je vais pas aller vous chercher. Vous le savez pertinemment. En posant les questions de coach, on aide nos clients à développer leur flexibilité psychologique, comme l'a très bien dit Carole. Non, moi, ce à quoi je crois, c'est travailler le courage. On le sait tous. D'ailleurs, on pourra presque refaire un atelier, ma chère Céline, ma chère Sylvie, sur le courage. Mmh. Parce que ça réclame du courage que de demander dans son comité de direction, son board, mais qui n'est pas. J'encourage toutes celles et ceux qui ne sont pas d'accord Mmh. avec moi ou Mmh. avec le consensus ou la majorité du groupe. Donc, encourager la pensée divergente, c'est courageux, et ça développe
de la flexibilité cognitive. Voilà. Être Mm. capable de se remettre en question et lâcher son statut de leader, waouh, ça réclame du courage, mais c'est aussi une condition pour développer, je crois, la flexibilité. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que dit Yves, Il y a Nicole qui demande. oui, après, je vais laisser Nicole intervenir, mais on s'est rendu compte, nous, que en favorisant les réflexions individuelles par écrit dans les collectifs, justement, ça permettait vraiment d'aller chercher cette pensée divergente et d'aller chercher des idées complémentaires. Donc, on a eu tendance pendant des années à ne faire que de l'écrit. Ensuite, on est passé à l'extrême inverse où on faisait que de l'oral dans les échanges et dans les prises de décision. Et nous, on est assez favorable à l'idée d'hybrider un peu tout ça. Donc oui, continuer à créer bien sûr de l'interaction orale, mais aussi demander des réflexions individuelles et peut-être des prises de décision par écrit, de manière anonyme, qui permettent à chacun et chacune d'aller explorer ses propres idées, sans que des biais de groupe, par exemple, rentrent en action. Voilà, c'est une autre voie. Alors, il y avait Nicole qui voulait poser une question, Sophie, ou et juste avant de interagir. donner, je m'excuse, juste avant de donner la parole à Nicole, je me permets juste de souligner un autre élément aussi que Karine a amené dans le fait de libérer sa parole, la parole de l'autre. Il y a la notion de confiance que Karine nous amène dans le clavardage, parce que avant même de pouvoir exposer ses idées, encore faut-il avoir peut-être le courage de le faire pour faire un lien avec ce qui vient d'être dit, que ce soit par écrit, que ce soit à l'oral, devant du monde, mais face à soi-même. Tous des idées vraiment, vraiment intéressantes. Euh, de mon côté, je participe dans des dialogues avec l'approche de Baume. Donc, c'est vraiment de me mettre, on est un groupe une trentaine de personnes qui s'invitent dans des dialogues où on choisit un sujet polarisant. Donc, on le sait au départ que ce ne sera pas une conversation pour nécessairement arriver à un consensus, mais ce sera une conversation pour avoir une conversation collective où on vient déposer nos pensées, nos idées, nos états d'être, et on se pratique à être en présence des points de vue divergents. Donc, c'est vraiment un espace de pratique, mais c'est vraiment intéressant de voir comment le contenu fait du chemin aussi, parce que l'on parle du COVID ou de la situation politique en ce moment, ou le fait d'entendre d'autres points de vue, ça vient élargir nos points de vue, nos possibilités, comme on disait justement là, dans votre présentation. Et sur le plan somatique ou sur le plan physique, d'être capable de porter d'autres points de vue, d'être en présence de son impatience, sa frustration, parfois qui est générée malgré nous, là, puis de rester avec ça. Donc, de se mettre volontairement dans des situations de pratique avec le dialogue. Merci, Nicole, parce que Merci, parce que j'ai fait de longues années avec Marie-Ève Marchand et le dialogue de Bon. Mais une chose qui a été très intéressante aussi, puis Yves le sait très bien, c'est une de ses interventions dans le Leader éveillé, c'est l'observation de soi. Quand on s'observe, quand quelqu'un dit quelque chose qui est pas du tout, avec lequel tu n'es pas du tout d'accord, comment tu réagis? Et avant de réagir, c'est de s'observer, puis etc., là, puis d'avoir cette... mais c'est intéressant aussi, l'observation. Et l'observation, pour compléter, Céline, ce que tu viens de dire, l'observation de ses pensées en particulier nous permet, c'est Viktor Frankl hein, qui nous a légué ça, de créer un espace entre une situation et non pas notre réaction, mais une réponse appropriée à cette situation. Et il n'y a que à travers cette observation de nous-mêmes, on appelle ça plutôt la conscience de nous-mêmes, de ce qui se passe dans nos pensées, nos émotions, nos ressentis corporels, qu'on peut aller voilà, repérer des schémas mentaux comme le jugement, qui est un schéma mental, ou l'interprétation, qui peuvent amener des réactions plutôt que des réponses appropriées. Oui, on parle de pleine conscience. C'est ça, c'est ça. Alors, il y a Céline et Marie-Josée, je crois, qui veulent, entre autres, intervenir. Allez. Prends la parole, ça va Marie-Jo? Vas-y, vas-y Céline.
Moi, je te rejoins, Yves, hein, sur les questions, la puissance des questions qu'on peut poser. Et j'avais envie d'ajouter une approche que moi j'aime beaucoup personnellement, qui vient de la communication non violente, dit qu'en fait, on a des besoins qui sont universels. C'est la nappe phréatique. Et sur cette nappe phréatique, on est tous d'accord. Nos besoins universels, on a tous les mêmes et on est tous d'accord. Et là où ça commence à diverger, c'est les stratégies pour nourrir ces besoins. Les stratégies, c'est comme des puits, mais qui viendraient puiser dans la même nappe phréatique. Et donc, tant qu'on ne revient pas, tant qu'on n'arrive pas par le questionnement à trouver la source, d'ailleurs, c'est un petit peu aussi ce que tu disais, Carole, tout à l'heure, tant qu'on ne trouve pas la source, ces sujets clivants que sont quel changement climatique. Moi, j'ai eu des conversations très difficiles, y compris avec des amis, sur la peine de mort, sur l'interruption volontaire de grossesse, etc. Et je vois à quel point d'arriver à rejoindre la colline de l'autre, comme dit Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de la communication non violente, et qui a une position très humaniste, d'arriver d'abord à essayer de comprendre ce qu'il y a en dessous, finalement. Pourquoi une personne est contre l'interruption volontaire de grossesse? Et à travers ce questionnement, quand on retrouve la source, on peut la rejoindre sur la source, la personne. La peine de mort, c'est la même chose. On peut rejoindre la personne. Et après, on peut dire, OK, je te vois. Je vois ta peur, je vois ton besoin d'honorer la vie, je vois... Et après, on peut commencer. Donc, quand la personne déjà se sent rejointe, elle s'ouvre de façon merveilleuse. Et après, là, on peut amener un questionnement. Et je vois que moi, à titre personnel, ça m'a beaucoup aidé, plutôt que de me fâcher ou de me dire, mais de rejeter la personne, de la mettre en position d'ennemi, en disant, mais c'est quoi cette conne ou c'est quoi ce con, pardonnez-moi l'expression, d'arriver à être touché par la beauté de ce qu'exprimait la personne et d'après de pouvoir enclencher justement un débat sur ces sujets très clivants. Et de voir qu'au fond, sur la chose la plus importante, on est d'accord. Honorer la vie, on est d'accord. Et après, mais ok, et comment on diverge, à quel endroit on diverge, et de reconnaître que là, on diverge. Voilà, c'est ça que je voulais apporter en plus. Merci à vous. Merci Céline. Marie-Josée. Ce que je voulais apporter, ça complète un petit peu ce que Céline disait, ça va dans le même sens. Moi, j'ai fait l'expérience de pratiquer une qualité quand je me retrouve avec des idées divergentes comme ça, c'est la curiosité de l'autre. Lorsque je deviens curieux, intéressé à comprendre l'autre, j'ai l'impression que cette personne-là, en se sentant écoutée, entendue, en lui permettant aussi d'exprimer sa pensée, est moins attachée, se détache ou s'éloigne un petit peu de cette rigidité-là, qu'il y a juste ça qui existe, parce qu'elle a eu la possibilité de... Ça va dans le sens de ce que Céline disait, effectivement, mais la curiosité pour moi de l'autre, c'est vraiment une qualité que j'aime pratiquer et je vois la différence, là, j'en ai fait l'expérience. L'esprit du débutant plutôt que l'esprit de l'expert. Moi, ce que je trouve aussi fort intéressant, et c'est pour rebondir un peu sur ce que disaient Marie-Josée et Céline, et aussi ce que je vois de Stéphane dans le chat qui dit que comprendre l'histoire derrière l'opinion et les histoires des autres, mais aussi ses propres histoires. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, quand je sens que je suis voilà, dans une interaction difficile avec une personne, qu'on n'est pas d'accord sur un sujet, c'est aussi aller exprimer mon point de vue vraiment en profondeur, en essayant d'aller au plus profond de ce qui se passe pour moi. Et parfois, on se rend compte que les personnes qui sont en face n'ont pas conscience de ce que telle ou telle situation peut avoir comme impact sur vous. Et le fait de parler de soi et de dire ce qu'on ressent et ce qu'on perçoit à ce moment-là, ça aide, je trouve, aussi à ouvrir la discussion. Toujours l'écoute qui revient, la curiosité. Bon, magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres envies d'interaction, d'autres personnes qui ont envie de nous donner leurs trucs et astuces? Ce qui a été proposé tout à l'heure sur les deux équipes d'avocats, etc., moi, ça m'a rappelé, mais également par rapport au chapeau de Bono, là, en termes d'outils, j'ai eu l'occasion par le passé d'avoir au sein de mon entreprise un accompagnement d'un tiers qui nous a fait vivre la stratégie de Walt Disney.
où donc il y avait on était en équipe de 4, hein, il y avait tous les cadres et donc on avait comme ça des rôles particuliers. Alors je sais plus trop bien, il y avait les opposants, les résistants, ceux qui allaient de l'avant, etc. Ce qui permettait de mettre en avant la pensée divergente justement, les différents points de vue et c'était intéressant parce que euh, derrière, il y a dans l'exercice, si ma mémoire est bonne, là, on se déplaçait aussi dans l'espace pour pouvoir avoir d'autres angles de vue pour justement travailler cette flexibilité-là et pas être en opposition directe, frontale par rapport à une idée, voilà, et peut-être se mettre différemment pour aller examiner ce qui nous est dit. Moi, il y avait une autre dimension mais je crois que Yves l'aborde dans son article, ou ça a été abordé par les chercheurs, je ne sais plus. C'est, on parle du leader là. Pour le coup, la flexibilité du leader, si elle s'inscrit dans la mise en œuvre d'un espace collectif, et donc d'éviter d'être tout seul, de rester tout seul par rapport à l'autre, et justement, à chaque fois que faire se peut, utiliser le pouvoir du collectif pour montrer justement la diversité. Et moi, j'ai envie de dire, enfin, en tout cas, personnellement, quand j'ai quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, je trouve ça super challengeant. Et à chaque fois, c'est un exercice pour travailler la flexibilité, hein. C'est bluffant. Et c'est super parce que, alors, je vous avouerai que cette posture, je l'ai acquise aussi par des pratiques et notamment par la pleine conscience qui me permet de prendre de la distance avec derrière les notions d'empathie, les notions d'écoute consciente, etc., qui amènent à mettre cet espace et qui permettent, ben oui, d'être dans la confrontation parce que moi, je ne crois pas au monde des bisounours, on serait tous, et d'ailleurs, ça serait triste si on avait tous les mêmes idées, si on partageait tous, voilà. Euh, alors, à partir du moment où il y a respect de l'humain, C'est respect ça. de la vie, du vivant, etc., ok, bien sûr, si j'ai quelqu'un en face de moi qui va être destructeur, qui va être là, ok, non, il y a des limites pour moi qui ne sont pas à franchir, mais autrement, d'une manière générale, dans le débat, dans tout ça, et dans le monde de l'entreprise, d'avoir par exemple une équipe de cadres avec des idées complètement, avec des personnes qui ont des options différentes, etc., c'est une grande richesse. Ou des gens, je me souviens quand je dirigeais, qui moi, c'est très difficile hein, quand vous êtes, je sais pas si, et puis je vais pas être trop long, mais c'est très difficile en tout cas dans les cultures d'entreprise dans lesquelles je me suis retrouvé, de par ce pouvoir hiérarchique, de permettre à l'autre et puis de laisser, de dire à l'autre, mais vas-y, contredis-moi, dis-moi que tu n'es pas d'accord avec moi. C'est pas si simple que ça. Et parce que la flexibilité, on peut aussi la proposer à l'autre. Bien sûr. Et ça peut nourrir la sienne. Donc voilà, deux, trois petites choses. Merci Stéphane. Alors dans la stratégie Walt Disney, Carole nous dit qu'il y a les 3 rôles, le rêveur, le réalisateur et le critique. Voilà. Voilà. Merci. Par rapport à Stéphane, juste, ce que tu évoquais, Stéphane, c'était plutôt la carte des partenaires en sociodynamique, tu sais, les alliés, les opposants. Alors C'est oui, là un on outil est qu'on plus dans utilise une plutôt dimension sociologique, là, oui, dans la oui, dimension complètement. socio. Ouais, voilà, juste pour les Voilà. préciser. Alors on va laisser du coup Laurence et Émilie qui ont aussi envie de réagir. Je ne sais pas qui avait levé la main en premier. Elle est Laurence. C'est Émilie qui avait levé la main en premier. Ah bon, bah alors. Oui, j'ai pas de problème. Non, c'est super intéressant. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, ce à quoi ça me fait penser, ça a été mentionné, je pense, dans la capsule de Carole, la partie où il faut savoir choisir ce qu'on peut changer, ce qu'on peut pas, puis savoir faire la différence. Des batailles, que ce soit dans le monde professionnel ou même personnel, il y en a beaucoup. Puis aller se mettre à la place de l'autre. Non seulement ça peut nous prendre énormément d'énergie, puis à la fin, on pourrait plus avoir d'énergie pour être capable de s'observer soi-même. Puis c'est parce que si l'autre n'est pas connecté à ça, on peut creuser, mais on vient shaker l'ego, là, comme on a parlé. Donc, c'est pas dit qu'on y parvienne non plus.
Donc c'est de savoir pourquoi on le fait, c'est quoi l'objectif. Peut-être qu'il y a des batailles qu'il faut laisser passer. Peut-être même si on n'est pas en accord, c'est pas celle-là qu'il faut aller chercher. Donc quand on parle de Trump ou je travaille pour le développement durable, tous mes postes en organisation étaient pour le changement. J'ai déjà croisé des gens qui savaient même pas pourquoi mon poste existait dans l'organisation. Donc c'est de savoir de reconnaître à quel endroit notre énergie va avoir de l'impact. Donc c'est sûr qu'en début de carrière, j'essayais d'aller les convaincre, puis de comprendre, puis de trouver les arguments. Mais finalement, c'était peut-être pas ma façon la plus gagnante. Donc c'est de savoir aussi à quel moment on a plus intérêt d'aller chercher ces points-là, puis d'appliquer ces stratégies-là, puis même dans le plan personnel, que ce soit avec les conjoints à la maison ou les grands-parents par rapport aux enfants, ou etc. Peut-être qu'il y a des batailles, ça vaut peut-être juste pas la peine d'aller les chercher. Par contre, il y en a certaines, si on a touché nos valeurs, nos manières de faire, bah là, peut-être ça vaut la peine d'aller creuser, etc. Donc c'est plus la gestion de notre énergie, puis d'avoir conscience, c'est pas tout le monde qui est sur le même cheminement que nous, puis de savoir quelle bataille ça vaut la peine de choisir. Mmh. Magnifique, oui. On est tout à fait d'accord, effectivement, Émilie, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, qu'on ne peut pas changer, et peut-être il faut garder son énergie, comme vous le dites, sur, vraiment, ce qui va nous permettre de transformer, de changer, durablement les choses. Merci, Émilie, très intéressant. Et du coup, on va demander à Laurence maintenant, qui voulait intervenir aussi. Oui, c'était pour rebondir sur ce que disait Stéphane par rapport à se déplacer dans l'espace. Il y a un outil que je trouve assez fabuleux dans la théorie U, qui est l'utilisation en fait des éléments de la nature pour refaire une représentation en fait d'une situation. Et puis donc chacun va faire sa composition et puis on va tourner autour en fait de la situation. Et c'est ce mouvement dans l'espace et puis l'utilisation des éléments de la nature donne une grande comment dire, richesse avec la confrontation des points de vue sur, bah, tiens, moi, pour moi, cet élément-là, il signifie ça, et moi, il signifie ça, et c'est assez magique. J'ai utilisé ça dans un atelier sur transformer son regard sur le mental, et c'était vraiment très puissant. Magnifique, oui, Est-ce que Yves. j'ai pas levé la main, je ne trouve pas comment on lève la main. Pardon, donc du coup, je la lève comme ça. Deux secondes, et puis on va bientôt clôturer, il me semble, 19h09, 7 ici. Je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Émilie, je suis entièrement d'accord, et merci à toutes vos contributions, c'est très, très riche. Vraiment, moi, Magnifique. j'apprends beaucoup, beaucoup de choses. Mais je rejoins Émilie sur le coup de la flexibilité cognitive, c'est-à-dire, bon, il y a l'énergie que tu évoquais, et puis, ce que je voudrais dire, pour moi, la flexibilité cognitive, c'est tout sauf renoncer à ses convictions, c'est tout sauf tout accepter. Flexible, ça ne veut pas dire être, voilà, être naïf et tout prendre. Donc, c'est pas antinomique avec nos convictions, voilà, et nos valeurs que tu évoquais, Émilie. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Puis peut-être juste avant la clôture dont tu parlais, Yves, je nomme Karine dans le clavardage qui nous pose une question, je trouve intéressante. En tout cas, moi, je la prends comme une question. Jusqu'à quel point est-ce qu'on a besoin de se mettre d'accord ou d'être d'accord sur un sujet pour peut-être avancer? Est-ce qu'on a besoin d'être d'accord pour le débat soit intéressant? Non, pas forcément. Stéphane parlait tout à l'heure de voilà, cette capacité à se confronter. Moi, je suis persuadée que la confrontation positive et dans le respect de l'autre, comme vous précisiez tout à l'heure, est juste quelque chose qui va permettre de travailler cette divergence et ces différents points de vue. Donc on n'est pas obligé de tous être d'accord, mais sauf qu'à un moment donné, quand on doit prendre des décisions, bah, il faut bien que cette décision soit le plus collective possible et qu'on évite de laisser de côté des personnes qui n'auraient pas eu l'occasion de s'exprimer. Et donc moi, je pense que effectivement, pour rebondir sur ce que disait quelqu'un tout à l'heure, mais c'était il y a un petit moment dans le chat, la notion de confiance aussi dans l'équipe est une notion qu'il faut absolument travailler. Et c'est peut-être presque la base pour aller travailler la flexibilité cognitive collectivement en tout cas. Oui, Yves. Très vite, avec Céline, mon amie Céline, ma bonne amie Céline, on a eu l'occasion d'accompagner des groupes, etc., souvent. Et on s'aperçoit qu'en fait, les équipes cohésives, c'est Patrick Lancheny, hein, Céline, mais corrige-moi si je me trompe, qui dit en gros qu'on a souvent peur de la confrontation. Et en fait, on pense faire équipe
quand on arrive à un consensus, pour rebondir sur le point d'avant, en fait, non, c'est pas le consensus d'une équipe qui fait qu'on est une belle équipe. Au contraire, hein, moi, ma conviction et ce qu'on pratique en coaching, vous toutes là et tous, je crois, c'est d'encourager la confrontation de points de vue pour justement ne pas arriver nécessairement à un consensus. D'accord. Mais in fine, le rôle du leader, on le sait tous, c'est de trancher. Mais en ayant écouté justement tous les points de vue aussi différents soient-ils. Voilà, Yves parlait de Céline Bonnier. Vous avez remarqué qu'il a beaucoup d'amis qui se nomment Céline. Oui, j'adore Bon. les Céline. Il adore toutes les Céline. Voilà, et moi aussi, donc ça tombe bien. Céline, je te relaisse la parole. J'ai juste une question avant de... Est-ce que la flexibilité psychologique demande de transcender l'ego? Bon, vous avez 3 heures devant vous? Au moins. Et puis, tous ensemble, on répondrait. Une hypothèse peut-être, ouais, peut-être. Mais là, j'avoue que c'est une très belle question, très vaste. Mais je dirais que oui, ouais, probablement, ouais. Ça doit passer par là, sûrement. Donc, on est tous en chemin, hein, et moi le premier. C'est ça, c'est un chemin. Marie-Josée qui voulait encore dire quelque chose, peut-être? Oui. C'est parce qu'avec la question de Céline, ça m'amène moi aussi. J'avais une question qui était, le mot débat, pour moi, ça amène ça éveille l'ego. Ça éveille l'ego parce qu'on veut avoir un gagnant, un perdant. Il y a souvent un gagnant, un perdant. Alors, quel vocabulaire utiliser? Parce que débattre, pour moi, je vois l'Assemblée nationale ici à Québec ou à Ottawa. En France, c'est pas mal aussi. Alors, j'ai une option pour toi. Là. Marie-Josée, j'ai une option pour toi. J'ai une option pour nous tous. Nous, c'est pareil. Ici, d'ailleurs, il y a des polémistes. C'est un métier polémique. Tu introduis le rapport de force dès le début. Il faut aller sur CNews ou d'autres chaînes voilà, que je déteste, autant dire. Donc, la polémique, s'il n'y a rien de pire. Le débat, je suis d'accord. Alors, peut-être le mot conversation ou dialogue. Ou si on n'est plus deux, conversation. Voilà. Plutôt que débat, je suis d'accord avec toi. On induit le rapport de force. Et puis donc, instaurer cette idée, alors qui n'est absolument pas présente dans les différents parlements, mais de pouvoir s'écouter en silence, c'est-à-dire sans intervenir et sans essayer de convaincre l'autre alors qu'il a déjà à peine parlé. Donc voilà, moi j'aime bien cette notion d'écoute silencieuse. Est-ce que c'est déjà la fin, Sylvie? C'est déjà la fin? Oui. Notre productrice, oui, hein? Et oui, il est 13h13. C'est quand même beau, hein? C'est juste à ce moment-là, 13h13. Quel beau dialogue que nous avons eu sur la flexibilité psychologique. C'est incroyable. Gratitude à Sophie et à Yves pour cette introduction fascinante à la flexibilité cognitive. Je pense qu'on pourrait aller encore plus en profondeur et un grand merci de nous avoir suggéré ce thème qui est tellement important pour le leader. Alors, j'espère qu'il y a des clés qui vous aideront à devenir des leaders encore plus agiles et plus inspirants. Je pense que si on est à l'écoute de nos équipes, on peut être encore plus inspirant. Alors, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, j'ai ma petite promo, là. La prochaine cohorte du programme Leader éveillé démarre en mars. Alors, inscrivez-vous sur notre site web ou contactez-nous pour échanger. Je pense que c'est important, ensemble, développons notre leadership conscient pour que le meilleur advienne. Alors, à tout bientôt tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci pour votre engagement. Je vous embrasse fort. Merci à tous et à tous.